Alors, je vais commencer par un cas clinique. Il s'agit d'un homme de 65 ans qu'on a l'habitude de voir en cardiologie. Il a du diabète, un peu de cholestérol. Il jure qu'il est strictement asymptomatique et un jour, quelqu'un l'a ausculté, l'a adressé en cardiologie et on a découvert une sténose aortique sévère sur bicuspidie. Le patient n'a pas d'ectasie de l'aorte initiale et vous voyez les paramètres de sténose aortique. Il s'agit d'une sténose indiscutablement sévère mais qui n'est pas critique et je vous fais remarquer qu'on a utilisé, comme d'habitude, la sonde PEDOF pour vérifier qu'on n'a pas sous-estimé la sévérité du RAC. Donc la question est quoi faire? On le revoit dans 6 mois avec une échographie. Est-ce qu'on lui dit tout va bien? Ou bien est-ce qu'on suit les recommandations? La réponse est clairement, il faut suivre les recommandations. Et si on suit les recommandations, bon, j'ai rajouté le petit bonhomme, mais il se prétend asymptomatique, une FEVG préservée, il est physiquement actif à 65 ans, il faut lui faire un test à l'effort. Alors comme c'est un sujet qui m'intéresse, qu'on a investi dans du matériel et qu'on a l'échocardiographie couplée à la VO2, on lui a fait l'échocardiographie couplée à la VO2 avec une épreuve de rang. Vous voyez qu'il a fait un effort satisfaisant. C'est un des intérêts majeurs de la VO2, notamment, il y a plein de choses, mais ça permet de vérifier que le patient a fait un effort satisfaisant. Il s'est arrêté assez vite, malgré les encouragements, en raison d'une dyspnée importante, à 65 watts, ce qui représente seulement 50% de la théorique pour l'âge. Le pic de VO2 rapporté à la théorique confirme, et donc clairement, il est symptomatique et donc faussement asymptomatique. Puis si on suit les recommandations, je ne vous ai pas montré ça, il avait en plus une dyskinésie apicale, donc coronarographie, et lésion de l'IVA, et donc il a eu sa cure chirurgicale en classe 1 des recommandations, alors qu'il se prétend asymptomatique. Quelques mots sur les valvulopathies. Les valvulopathies moyennes à sévères sont relativement fréquentes, 1% de la population quel que soit l'âge, mais quand on regarde après 65 ans, c'est plus fréquent et l'origine dégénérative progresse. Il y a 2 valvulopathies en fréquence, la sténose aortique et la fuite mitrale. Je n'ai malheureusement pas le temps d'aborder les autres valvulopathies. Je vous précise que cette prévalence des valvulopathies est sous-estimée dans la population. Ici, une étude anglaise sur 2500 patients âgés de plus de 65 ans. Ce n'est pas des patients, des volontaires. 2500 patients, échocardiographie systématique, et vous voyez qu'il y avait 6% de valvulopathie moyenne à sévère. Pour moitié, ces valvulopathies étaient ignorées. Donc, on sous-estime, dans un pays à haut revenu, la sévérité des valvulopathies. Ici, vous avez la projection dans les années à venir. Donc, clairement, c'est une problématique qu'on va avoir de plus en plus. Cette sous-estimation ou ce défaut de dépistage des valvulopathies explique sans doute en partie la prise en charge chirurgicale trop tardive de ces patients. Vous voyez ici, dans les 2 études européennes multicentriques, 1 et 2, l'une en 2003, l'autre en 2019, vous voyez que pour la sténose aortique, environ 50% des patients ont été opérés au stade 3 à 4 de la NYHA, c'est clairement trop tard, avec une stabilité en 2019. Et si on regarde l'IM primaire, entre 2003 et 2019, vous voyez, on est autour de 60-50%. Et ici, je vous ai mis à titre d'information la thèse de Paul Joune-Martial, faite sur les patients de la Salpêtrière en 2019. Dans notre centre tertiaire, 60% des patients sont opérés au stade 3-4 de la NYHA. Donc clairement, il faut faire quelque chose pour s'améliorer. Et lorsqu'on revient à European Heart Survey en 2019, vous voyez que si on regarde les recommandations de classe 1, donc non discutable, le malade a une valvulopathie sévère et des symptômes, seulement 70 à 80% des patients sont opérés avec un intervalle de confiance assez large entre les centres. Donc on pourrait se dire en regardant ça, pourquoi on se casse la tête? Il faut opérer tous les malades avec une valvulopathie sévère et à ce moment-là, on va régler la problématique d'une prise en charge trop tardive. Mais comme vous le savez, ce n'est pas aussi simple que ça. D'abord parce qu'il y a énormément de patients qui restent authentiquement asymptomatiques sans événement à très long terme s'ils sont bien suivis. Ici, une cohorte autrichienne de près de 300 patients avec une fuite mitrale importante sans indication chirurgicale de classe 1 ou de classe 2, suivie régulièrement dans un centre expert. Vous voyez que 35% des patients à 10 ans n'ont pas d'événement, vont parfaitement bien avec des courbes de survie parallèles superposables à celles de la population. Donc l'équation, où la problématique n'est pas simple, on a de plus en plus de sujets de plus en plus âgés avec cette valvulopathie sévère. C'est une maladie progressive. Le risque opératoire, par définition, n'est pas nul. On a un risque de sous-estimation des symptômes et donc il faut opérer au bon timing, ni trop tôt, ni trop tard. Et je crois que l'effort a sa place dans cette indication.
Un mot sur l'effort qu'il faut pratiquer. Enfin, il y a différents protocoles d'effort, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais globalement, il y a le brousse, il y a la rampe. Personnellement, j'utilise plutôt la rampe qui est plus progressive et je crois que c'est un peu plus adapté à ces patients valvulaires. Il faut bien évidemment faire pédaler des asymptomatiques et ce point doit être vérifié avant de faire pédaler le patient. Il faut faire pédaler le malade jusqu'à épuisement, donc il faut vraiment le motiver. Et puis, ce qu'on cherche à documenter, c'est l'apparition de symptômes. Donc, vous les connaissez, dyspnée, angor pour la sténose aortique, l'hypothymie d'effort. Évidemment, ces symptômes, en particulier la dyspnée, doivent apparaître à un stade précoce. Si on est essoufflé à 100% de la théorique pour l'âge, le malade n'est pas symptomatique. On regarde la chute tensionnelle et puis l'arythmie. Alors, quelques données de la littérature. Ici, une méta-analyse de plusieurs petites études publiées il y a quelques années, près de 500 patients avec une sténose aortique sévère, asymptomatique. Il est important de préciser que chez les patients asymptomatiques ou qui se déclarent asymptomatiques, l'examen est sûr. Il n'y a quasiment aucune complication sérieuse en dehors de l'apparition des symptômes. Et vous voyez que dans cette étude, dans cette méta-analyse, en fonction des données, c'est variable, mais globalement, un patient sur deux était faussement asymptomatique. Et chez les patients qui sont authentiquement asymptomatiques, c'est-à-dire ceux qui ont assumé ou fait 100% de la théorique pour l'âge, ils n'ont pas présenté de mort subite. C'est ce qu'on craint dans la sténose aortique sévère, bien évidemment, dans l'année qui a suivi. Donc c'est un élément qui peut être utile pour stratifier le risque de ces patients. Ici, une étude un peu plus récente correspond à notre expérience. 320 patients avec des sténoses moyennes ou sévères, aortiques, aucune complication au cours du stress. C'était des épreuves d'effort simples et vous voyez qu'il y avait environ un tiers de faux asymptomatiques. C'est globalement ce qu'on a dans le service. Pour la fuite mitrale, les données sont assez proches. Lorsqu'on a une fuite mitrale sévère, le patient se déclare asymptomatique. On fait pédaler les patients. Ici, une large cohorte de 600 patients, une étude nord-américaine. Vous voyez qu'il y avait 30% de patients qui étaient en fait symptomatiques. Ils se sont arrêtés beaucoup plus tôt que la théorique pour l'âge. Et ce qui est important, c'est que vous voyez ici à droite, 400 patients ont pu faire 100% de la théorique. Certains ont été opérés, c'est une étude de soins courants, certains autres n'ont pas été opérés. Vous voyez que les courbes sont parallèles à 1 an. Donc clairement, il est raisonnable de ne pas proposer de chirurgie précoce aux patients authentiquement asymptomatiques. Alors qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie? Est-ce qu'on suit les recommandations? Eh bien la réponse est clairement non. Ici, European Heart Survey en 2019, en vie réelle, seulement 5 à 10% des patients qui ont une valvulopathie sévère ont une épreuve d'effort. C'est clairement sous-maximal. J'ai fait un parallèle avec la sténose coronaire. Je pense que personne ne discutera, lorsqu'on fait une couronne, on trouve une sténose sévère, ne pas aller rechercher l'ischémie ou mettre un stent. Est-ce que c'est acceptable? Je ne sais pas. Enfin, je sais. Alors, voilà, ce qui corrobore aussi l'idée de faire une épreuve d'effort, c'est une étude récente d'une clinique de valvulopathie en Angleterre. C'était 156 patients valvulaires avec une sténose aortique suivis dans un centre de valvulaire par rapport à un suivi par un cardiologue non expert. Alors, je dois dire que le suivi dans la clinique des valves ne se limite pas à l'épreuve d'effort, évidemment. Il y a plus d'épreuves d'effort, environ une épreuve d'effort tous les 2 ans dans cette série. Il y avait un suivi plus fréquent. Les patients étaient revus dans tous les 6 mois environ, alors que en vie réelle, c'était presque tous les 18 mois. Et ils ont observé que chez les patients suivis régulièrement avec des épreuves d'effort plus fréquentes, la chirurgie était proposée plus tôt, à un stade NYHA plus faible, et puis il y avait un gain en termes de mortalité, en particulier chez les patients qui avaient une sténose moyenne à sévère. Une précision que clairement le message de cette présentation, c'est que lorsqu'on a un malade qui a une valvulopathie sévère, qui se dit asymptomatique, l'épreuve d'effort est intéressante et utile pour dépister les faux asymptomatiques, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas proposer une chirurgie au cas par cas aux patients qui ont une capacité d'effort normale. Je n'ai pas le temps de développer cela, mais sachez qu'il y a des données dans la littérature, en particulier dans la sténose aortique sévère à faible risque, qui plaident pour une chirurgie au cas par cas, notamment pour les sténoses hypersévères. Donc le but de cette diapositive, c'est pondérer un petit peu, et puis d'autre part, souligner l'importance d'un suivi par une équipe experte en valvulaire.
Alors maintenant, quel test il faut faire? Est-ce qu'une épreuve d'effort simple suffit ou est-ce qu'il faut aller vers l'écho d'effort ou l'écho combiné à la VO2 ou une VO2? De mon point de vue aujourd'hui, je vous ai montré le taux d'adhésion à cette prescription. Le message principal, c'est qu'il faut faire plus de tests à l'effort. Et donc le test à l'effort, c'est le plus largement disponible et très fiable dans cette indication. Donc il suffit, entre guillemets, de faire un test à l'effort. Ici, on fait des tests un peu plus élaborés, essentiellement pour des visées de recherche. Il y a une nuance que je vais vous apporter dans un instant. Donc je disais test à l'effort simple, on va rechercher donc la capacité d'effort, mais il faut regarder, ça j'ai découvert ça au cours des années, il faut regarder l'électrocardiogramme. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail sur l'extrasystolie d'effort. Ici je vous montre un travail qu'avait fait Thomas Vallée il y a quelques années sur 60 patients qui ont un prolapsus valvulaire mitral. Je n'ai pas le temps de détailler, mais il y a toute une littérature sur le risque de troubles du rythme ventriculaire associés au prolapsus valvulaire mitral. Et comme on fait pédaler très largement ces patients, il s'agissait de patients qui avaient un prolapsus avec des fuites moyennes à sévères, on a observé, alors que la capacité d'effort est préservée, un certain nombre de patients font des troubles du rythme ventriculaire complexes, environ 20% de la cohorte. Ça a bien évidemment son importance en termes de prise en charge, de stratification du risque rythmique, de conseil au sport. Et donc c'est un argument de plus pour plaider pour l'épreuve d'effort simple. Il y a eu toute une littérature, d'ailleurs ça a pénétré un peu les recommandations sur l'intérêt de combiner l'échographie pour stratifier le risque, notamment évaluer les gradients valvulaires, la pression pulmonaire. Je vais passer assez vite aujourd'hui. Il est euh, euh, de façon quasiment unanime reconnu que ajouter une échocardiographie d'effort n'apporte pas plus de finesse pour stratifier le risque de ces patients. Ici, c'est un papier de l'équipe de Bichat qui montrait que lorsqu'on rajoute les gradients dans les sténoses aortiques ou la PAPS de l'effort pour essayer de prédire le pronostic, on n'apporte rien par rapport à l'épreuve d'effort simple. L'équipe de Patricio Lancelotti avait rapporté l'histoire de l'hypertension pulmonaire d'effort pour stratifier le risque des fuites mitrales. Là aussi, on est revenu en arrière pour des raisons notamment physiologiques. Je passe rapidement là-dessus. La seule, de mon point de vue, indication de rajouter une imagerie pour la fuite mitrale de façon formelle, c'est lorsqu'on cherche une fuite mitrale secondaire. Vous savez que dans les maladies ventriculaires gauches, on peut avoir des fuites mitrales associées à cette dysfonction ventriculaire. Ces fuites mitrales peuvent être sous-estimées au repos et donc le fait de faire un examen à l'effort avec l'imagerie, ça permet de documenter cette régurgitation. Ici un exemple, mais là aussi, il y a des alternatives. L'idée, c'est de le faire, d'y penser. Et dans mon expérience, la question est est-ce qu'il y a une fuite mitrale dynamique? Souvent, faire une écho sur table d'écho en mettant les jambes en l'air, donc augmenter la pré-charge avec un faible niveau de pédalage, permet de démasquer, de rattraper ce diagnostic. Donc là aussi, c'est largement faisable et utile à faire de façon simple. Je termine avec un cas clinique rapide. Un homme de 57 ans hypertendu asymptomatique qui est adressé par le cardiologue traitant pour échocardiographie d'effort, puisqu'il avait un souffle éjectionnel, une sténose aortique jugée sévère, je pense à juste titre sur les éléments, et donc la question est de savoir est-ce qu'il faut l'opérer ou pas. Avant de le faire pédaler, on fait comme d'habitude. D'abord, on vérifie qu'il est asymptomatique, donc il faut parler au patient. Je vous donnerai la réponse après. Et puis, contrôler l'échographie. Je pense qu'il est de bonne pratique de vérifier l'échocardiographie avant de faire pédaler les patients, notamment sur les sténoses moyennes à sévères ou un peu limites, on peut avoir des surprises. Je vous montre ici l'échocardiographie. En petit axe, on voit que la valve est calcifiée, il y a une fusion des cuspes coronaires. On croit deviner qu'il y a une cinétique relativement préservée de la cuspe ici non coronaire. Ici, l'équation de continuité classique avec la sonde couplée. On a une surface superposable, c'est réalisé presque sans trucage à la surface rapportée par le collègue. Vous voyez, sténose sévère, sans être critique. Ici, lorsqu'on met un Doppler continu en sonde couplée en sous-costal, on trouve des gradients plus importants. Donc, l'idée, c'est en Doppler, essayer de s'aligner sur le flux. Et quand on prend la sonde PEDOV, vous voyez qu'il y a 7 mètres par seconde, c'est beaucoup, sans de gradient moyen. Et donc, clairement, cette sténose est sous-estimée. Lorsque je vous dis l'interrogatoire, le patient, lorsqu'on l'interroge, on lui dit « Est-ce que vous êtes gêné à l'effort dans votre vie ?» La réponse est non.
Mais lorsqu'on pousse l'interrogatoire, est-ce que vous êtes essoufflé? Non. Est-ce que vous avez des douleurs dans la poitrine? Non. Est-ce que vous avez des maladies à l'effort? Et là, il hésite et il me dit, tous les matins, quand je vais prendre le métro, je suis en retard et j'ai une lipothymie d'effort. Donc c'est méfier des patients. Donc clairement, on a failli faire pédaler un malade syncopal. Il faut être prudent. En conclusion, les valvulopathies sévères sont fréquentes et opérées dans nos pays à un stade beaucoup trop tardif. Il faut se méfier des symptômes des patients et il faut, de mon point de vue, bannir le terme asymptomatique et plutôt préférer un patient apparemment asymptomatique. Je vous rappelle que ça représente 30% des patients. Les malades à faible risque actif, il faut les adresser à un centre spécialiste en valvulopathie pour les prendre en charge et notamment faire une épreuve d'effort. Clairement opérer les malades faussement asymptomatiques et discuter au cas par cas pour les autres et ne pas oublier de prêcher la bonne parole et d'inciter nos étudiants et nos collègues à ausculter les malades pour utiliser une vieille technologie française et essayer de sauver des vies. Je vous remercie. Merci Najib. Est-ce que vous avez des questions pour Najib Hamoudi, PEDOF et test d'effort? Allons-y, Jean-Yves. Oui, merci beaucoup pour ce beau topo. Le premier cas, je trouvais très intéressant et je trouve que la VO2, justement, par rapport au simple test d'effort, a une vraie valeur ajoutée parce que on dit, effectivement, je pense que vous avez vraiment... Normalement, dans les recommandations, on dit il faut une augmentation de plus de 20 à 30 mm de mercure de pression artérielle. C'est bien gentil, mais quand on fait pédaler un type de 40 ans qui est un rugbyman et qui va augmenter de 25 ou 30 mm de mercure sa pression artérielle, moi, ça me satisfait pas du tout. Et une grand-mère de 80 ans qui va l'augmenter en faisant 70 watts, elle va être largement suffisant. Et juger de la tolérance à l'effort normale uniquement sur le nombre de watts, je trouve que c'est très très difficile. Là, la VO2 vous a répondu 14, 50% de la valeur théorique, c'est parfaitement anormal et on est beaucoup plus confortable pour pouvoir dire la tolérance à l'effort est normale ou pas. Ça, c'est une première remarque. Deuxièmement, pour les fuites mitrales, moi je trouve quand même que quand les patients, même dans les IM primitives, quand il y a une discordance entre l'importance de la valvulopathie et les symptômes des patients, je trouve que l'écho d'effort permet quand même, dans un certain nombre de cas, de répondre à la question est-ce que le patient est symptomatique ou pas? Et s'il est symptomatique, est-ce qu'il est réellement en raison de sa valvulopathie? Donc je trouve que en pratique, ça permet quand même d'affiner quelquefois les choses. Même s'il n'y a pas effectivement de critères majeurs en disant la PAP à 60, on sait que dès quelqu'un fait un bon effort, la PAP à 60, on l'obtient normalement. Mais dans un certain nombre de cas, je trouve que ça rend quand même des services. Alors je vous remercie pour ces commentaires et je les partage en totalité. L'idée était en 10 minutes d'expliquer pourquoi il fallait faire pédaler les patients et vous voyez qu'on fait pédaler seulement 5% des patients. Je crois que l'objectif primaire, c'est de faire pédaler les patients. Et il est évident que si le patient pédale, déjà si on arrive à rattraper 30, 40, 50%, dépister certains malades, je pense qu'on aura répondu à un certain nombre de choses. Ensuite, bien évidemment, la VO2 est supérieure à l'épreuve d'effort simple sur plein des aspects. Je partage bien votre avis. C'est un petit peu moins disponible. Moi, je la fais très largement, hein, je dois le dire. Et donc, mais ce n'est pas le cas de la majorité. Ensuite, sur l'échographie d'effort, là aussi, on n'a pas le temps de développer. On pourrait parler 1h30 des différents paramètres. J'ai été un peu provocateur en disant ça ne sert à rien, alors que effectivement, je crois que c'est utile dans certains cas. En même temps, je crois qu'il faut être prudent, parce qu'on a envie de voir ou interpréter le résultat comme on le sent, si vous voulez. Et on va chercher des éléments pour aller dans notre sens. Et donc, si on regarde ça avec distance, il y a souvent des biais. Je crois que c'est un vrai intérêt, l'écho VO2 plus écho chez les patients pluripathologiques en particulier. Donc, je sélectionne, ça, c'est pas discutable, mais en population générale, peut-être que l'épreuve d'effort peut quand même rendre des services. Voilà. Merci Najib. Une petite question, remarque. En plus de l'importance majeure de l'interrogatoire policier, effectivement, pour les symptômes, avec la particularité qu'a cité Jean-Yves pour les patients sportifs, mais de l'autre extrémité aussi, il y a les sujets âgés, on en a parlé tout à l'heure, où c'est difficile pour des raisons périphériques, pour l'imputabilité des symptômes, où souvent ils sont essoufflés effectivement à l'effort. C'est pas mal, je pense, de leur faire quelques exercices qu'ils font d'habitude, tels que
simplement monter des marches avec eux pour voir s'ils arrivent à monter 2, 3, 4 étages ou s'arrêter au bout du premier étage très essoufflé. En plus des autres éléments, est-ce que tu es d'accord de l'importance d'utiliser quand même le BNP, le score valvulaire calcique au scanner, l'apport supplémentaire au scanner et aussi la FEVG au repos, avec le strain au repos, et également la PAPS au repos et à l'effort, et le strain à l'effort faible, à 20 watts, ainsi que l'hypertrophie aussi myocardique, parce qu'effectivement, un VG qui hypertrophie avec le RAC va plaider plus, peut-être, surtout en l'absence d'hypertension, un RAC qui joue un rôle avec un BNP qui s'élève, un strain qui s'altère, une PAPS limite qui s'élève plus vite, et pensez aussi à l'amylose qui est fréquemment associée. Merci pour ton commentaire et question. Pour le commentaire, j'aimerais mettre juste un petit bémol sur l'effort. L'effort, moi, ça me paraît du bon sens. Il faut évidemment faire pédaler les patients à faible risque opératoire et physiquement actifs. Faire pédaler un nonagénaire grabataire ou même le pousser, sincèrement, le bénéfice-risque est incertain dans ce cas de figure-là. Donc, l'idée, moi, je vois l'épreuve d'effort vraiment pour rassurer le patient et ne pas l'opérer trop tardivement. Encore une fois, c'est le bon timing, donc ça permet de dire il est vraiment asymptomatique. Quant au BNP et les autres marqueurs, ce sont des paramètres, sincèrement, de mon point de vue, là aussi c'est peut-être un peu provocateur, de deuxième ligne. Je rappelle qu'une valvulopathie sévère a une indication de classe 1 lorsqu'il y a des symptômes. Donc 3-4 NYHA, ce n'est pas discutable, ou capacité d'effort diminuée. C'est un classe 1 chirurgical. Le BNP bas, c'est un élément, élevé, c'est un élément à considérer, mais encore une fois, en deuxième ligne. Dans mon expérience, il y a énormément de patients que j'ai fait opérer sur d'authentiques symptômes à l'effort. Le patient, là, notamment, qui a 50%, avait un T-pro-BNP strictement normal. Donc, il y a une classe 1 chirurgicale. Et il y a un certain nombre d'entre nous, c'est comme ça, c'est des c'est des notions que nous avons comme ça. On se rassure sur un T-pro-BNP. Je crois que dans les valvulopathies, c'est régulièrement faussement rassurant. En complémentarité, oui. Orange, vert, rouge, oui, bien sûr, mais dans des cas flous. Oui, mais là, épreuve d'effort, voilà. Voilà. Bon, vivement l'intelligence artificielle, les gars. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Najib? Oui, Carole. Najib, merci pour le topo. Je voulais juste, pour les RAC serrés symptomatiques qui sont asymptomatiques, a priori, parce que c'est vrai qu'on voit peu de on fait peu pédaler les valvulaires, effectivement, et donc ce qu'on voit le plus, c'est les RAC serrés asymptomatiques à évaluer. Je rappelle juste le fait que, quand même, quand on voit arriver pour un test d'effort un soi-disant asymptomatique RAC serré, il y a l'infirmière qui pâlit, qui fait « ouh là 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 », le cardiologue qui n'est pas hyper rassuré, et ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas pousser beaucoup le patient. Donc ça revient un peu à ce qu'on... Et donc la VO2 a effectivement toute sa place, parce que justement, on va pouvoir conclure sur est-ce que ça a été vraiment maximal, ou est-ce que juste le patient manquait un peu de motivation, le cardiologue aussi, et de plus, réinterroger le patient avant l'épreuve d'effort, sachant qu'on ne le connaît pas et qu'a priori, si le cardiologue nous l'envoie, c'est qu'il le trouve asymptomatique. C'est pas si simple. C'est juste ça que je voulais dire. Voilà, le RAC serré asymptomatique, c'est pas... Ça sent le vécu, ça, ouais, Najib. Faire pédaler un RAC serré, t'es bien gentil, mais... Je comprends. Voilà. Je te remercie de briser le message de mon topo. Non, mais pourtant, tu prêches une très convaincue, amical. Mais... Donc, du coup, je vais parler des extraits. J'arrête de voir les CG. Non, plus sérieusement. Non, mais voilà. C'est compris et clairement, alors, pas te convaincre, c'est pas certains d'entre nous ont l'expérience des valvulaires, donc ça renforce d'autres messages. Premièrement, je crois que le message principal, l'effort est utile, mais d'abord le malade doit être adressé à des collègues, à un centre qui est habitué, expérimenté à prise en charge des valvulaires. Les collègues qui font pédaler les valvulaires, il doit y avoir dans les équipes 1, 2, 3 personnes identifiées qui ont l'habitude avec l'infirmière. Et puis après, pour sincèrement, les données de la littérature, mon expérience, je vais être très transparent, il y a eu deux malades où on a eu effectivement des sueurs froides. 2 patients n'ont pas été interrogés avant le test à l'effort. Et dans un, c'était une histoire intéressante. Je suis rentré, je suis passé contrôle inopiné, je rentre dans la pièce, et je vois le malade qui était à 120 watts, 120 par minute, passe à 50 watts avec des QRS larges. Pâle, vraiment pas bien. Donc
Ralenti, discrètement on allume le défibrillateur qui servira à rien, c'était une attitude contraphobique, voilà. Précédé à masser et à voir la famille. Et puis il a récupéré, il s'est recoloré. Et donc après, nous on était inquiets, qu'est-ce qui se passe, les émotions. Et le malade se relève comme ça, se met derrière moi, il me dit, docteur, vous avez l'air inquiet. Je dis, oui. Il dit, mais je vous assure, ça fait 3 mois, tous les matins j'ai la même chose. Je monte la côte pour acheter du pain près de chez moi et j'ai la même chose. Donc ce que je veux dire par là, il y a évidemment, c'est pour ça d'ailleurs, tu as vu, j'ai montré le cas clinique derrière, pour bien souligner 2 points. Le premier, c'est qu'il faut interroger le malade, je crois que ce n'est pas très compliqué. Poser aux questions, on peut faire un formulaire à donner aux patients. Le deuxième point, c'est ces fameuses sténoses moyennes, sévères, en particulier, ces sujets jeunes avec une bicuspidie, on peut méconnaître les gradients. Et donc, ce n'est pas la même chose de faire pédaler un malade qui a 40 de gradient moyen qu'un malade qui a 120 de gradient moyen. Un malade jeune, c'est pour ça qu'encore une fois, l'approche en ARTIM est importante. En l'état actuel des connaissances, si le malade a 50 ans, une sténose critique, même asymptomatique, c'est une indication chirurgicale. On ne va pas chercher les problèmes.